Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de personnes qui font exactement ce qu'on leur a dit, sans faire de vagues, et en tirent magnifiquement leur épingle du jeu. La première histoire a pour titre « Deux employés sont payés à ne rien faire pendant des mois ». J'ai une très bonne amie qui, en faisant exactement ce qu'on lui a demandé sans faire de vagues, a été payée à ne rien faire pendant 19 mois. C'était un job dans le public, pas de surprise de ce côté. Elle et son collègue travaillaient dans un département d'État, au sein d'un service qui assurait le suivi des cas de rage dans la population de chiens de prairie. Ce sont des petits rongeurs sauvages qu'on trouve aux États-Unis. Quand ils ont commencé, ils ont été très occupés à capturer et tester des chiens de prairie tout l'été. Mais une fois l'hiver arrivé, ils hibernent. Donc ma pote et son collègue, Marie et Alex, n'avaient plus de boulot. Ils ont envoyé un mail à leur boss pour la prévenir qu'ils n'auraient plus de travail une fois l'automne arrivé. Et elle a répondu de patienter, qu'elle allait leur trouver quelque chose. Donc, ils ont patienté. Pendant des mois. Ils ne voulaient pas être accusés de vol en venant pointer et en ne faisant rien. Donc au début, ils ont fait du rangement de tous les espaces de stockage. Ils y sont allés très doucement. Ils ont nettoyé leur bureau plusieurs fois, ils ont fait du tri dans les papiers, ce genre de choses. Quand ils n'ont vraiment plus rien eu à faire, ils ont commencé à faire des siestes, à faire leurs devoirs. Ils suivaient des cours du soir, des sudoku, tout ce à quoi ils pouvaient penser. Au début, ils dormaient chacun à leur tour, pour que l'un d'entre eux soit toujours disponible si quelqu'un venait voir ce qu'ils faisaient. Mais quand c'est devenu très clair que personne n'en avait rien à faire d'eux, ils ont arrêté de se prendre la tête. L'été suivant, les chiens de prairie sont sortis de leur hibernation. Et Marie et Alex pensaient qu'ils allaient enfin avoir du boulot. Mais à ce moment-là, tout le département reçoit un email d'une personne très haut placée pour les informer que le service qui employait Marie et Alex allait disparaître. Je sais pas s'ils manquaient de fonds, ou s'ils avaient toutes les informations dont ils avaient besoin, ou si ce service était l'idée d'un politicien et qu'elle avait été abandonnée pendant un changement d'administration. Mais en tout cas, le département responsable a décidé de se passer de ce service. Dans l'email, rien n'était dit sur les postes de Marie et d'Alex. Donc, ils ont continué d'aller au boulot et de ne rien faire. Marie m'a déjà parlé de certaines de ses occupations à cette époque, comme faire une énorme boule avec des élastiques les uns autour des autres, attacher 2 chaises de bureau entre elles pour faire la sieste sur les assises. Marie ne mesure qu'1,50 m. Se confectionner un nid sous son bureau pour dormir, déplacer une photocopieuse de son placard pour y dormir, etc. Ils se sont assurés que le personnel de sécurité les voit régulièrement pendant la journée et d'apparaître sur les enregistrements de vidéosurveillance. N'importe lequel de leurs supérieurs qui aurait fait un peu attention se serait rendu compte qu'ils étaient toujours là, mais personne ne s'en préoccupait. Ils faisaient quand même attention d'éviter les employés d'autres services, de peur de se faire dénoncer. Mais de toute manière, ils n'avaient pas vraiment de contact avec les autres, même avant. Un jour, Marie est tombée sur sa patronne en dehors du boulot. Celle-ci lui a demandé où est-ce qu'elle travaillait maintenant. Marie n'a pas menti, elle a répondu qu'elle était toujours au même endroit. Où ça? Là où elle est depuis 19 mois. Marie a dit que la tête de sa patronne était incroyable quand elle a doucement compris ce qu'il se passait. La fête était finie et Marie et Alex ont reçu un email de licenciement le lendemain matin avant qu'ils arrivent au boulot. Comme ils étaient techniquement là depuis plus de 2 ans, ils ont même eu le droit à des indemnités. Au cas où vous vous demandiez, ils ont gardé les salaires versés parce que 1. Ils avaient la preuve qu'ils avaient informé leur boss qu'ils n'avaient pas de travail, et elle avait clairement vu le mail et répondu. 2. Ils ont continué à venir tous les jours. 3. Ils ont fait exactement ce qu'on leur a dit. Et 4. Ce n'était pas à eux de s'assurer qu'ils avaient du boulot à faire. Et en plus, ils ont tous les deux eu le droit au chômage par la suite. Ils s'en sont pas servis toutefois, parce qu'ils savaient très bien que la situation ne pourrait pas durer éternellement. Donc ils avaient commencé les recherches d'emploi. Edith. J'avais bien sûr la permission de Marie pour publier ici, mais elle m'a demandé de rajouter une liste non exhaustive de ce qu'Alex et elle ont fait pendant qu'ils attendaient qu'on leur donne du taf. En automne, ils ont décoré le placard qui leur servait de coin pour la sieste, avec des décos d'Halloween, et ils ont joué des scènes tirées de Hocus Pocus les 3 sorcières. Marie a passé beaucoup de temps à éditer la grammaire sur des pages Wikipédia. Elle a appris à tricoter. Ensuite, elle a découvert qu'elle aimait pas tricoter. Alex a téléchargé des plans pour fabriquer son propre jetpack. Le but était d'en construire un à l'échelle 1/16e, uniquement avec des fournitures de bureau. Il savait qu'il ne volerait jamais, mais il voulait voir à quoi ça ressemblerait. Vers Noël, ils ont écrit des chansons pour exprimer à quel point ils s'ennuyaient. Ils avaient 14 chansons complètes, et ils les ont enregistrées sur un magnéto que Marie a toujours. Alex suivait des cours du soir et faisait ses devoirs en journée, au boulot. Quand il a été licencié, il avait presque fini son cours pour être assistant juridique. Il a trouvé un travail dans cette branche presque immédiatement, et aujourd'hui, il est avocat spécialisé dans l'immobilier. Bravo Alex. Ils ont inventé Uber et Lyft.
C'est-à-dire qu'ils ont développé un plan détaillé pour un service de transport qui ne serait pas des taxis, avec la commande du véhicule sur Internet. C'était avant les smartphones. Marie a écrit à plusieurs tueurs en série en prison pour leur dire qu'elle était très déçue par leurs actions. Elle n'a jamais reçu de réponse. Merci à vous tous d'avoir partagé vos histoires. Vous êtes géniaux et je vous souhaite une excellente journée. Edith. Certains d'entre vous m'ont écrit pour savoir ce qu'était devenue Marie. Elle a eu une super lettre de recommandation pour ce travail. Elle est partie travailler dans le zoo de notre ville. Et elle a passé une certification de réinsertion des animaux sauvages. Maintenant, elle a un super poste dans un sanctuaire pour félins. Non, son ancien taf lui manque pas. Ni se battre avec des chiens de prairie enragés, ni perdre la tête à force de s'ennuyer. Cette histoire me fait un peu rêver, je dois avouer. Même si en vrai ça doit être pesant d'avoir rien à faire de toute la journée. Et dans les commentaires, on a un florilège d'histoires similaires. Je vous ai sélectionné les meilleures. Un gars pour qui je travaillais a vendu sa boîte à une très grande entreprise et a rejoint cette dernière en tant que consultant. On lui a assigné un mentor pour faciliter la transition entre travailler à son compte et pour un grand groupe. Sa première tâche a été de tenir un journal intime sur ses émotions et de se joindre à un groupe de discussion une fois par semaine. Après quelques semaines, le mentor a arrêté de venir aux sessions de groupe. Les membres du groupe ont continué à se réunir, mais au bout de quelques semaines, ils ont quand même tenté de contacter la RH qui les avait tous embauchés. Elle avait quitté l'entreprise. Ils ont donc contacté une personne haut placée dans l'entreprise, et on leur a dit de continuer leur mission actuelle et que quelqu'un les recontacterait. Donc il a continué à rester chez lui et à écrire dans son journal. L'entreprise a mis 18 mois à se rendre compte qu'il y avait un souci, et ils ont alors licencié tout le groupe. Ce mec touchait 250 000 $ par an pour écrire dans son journal sur la stupidité des énormes groupes de ce genre, et se faire la réflexion qu'un entrepreneur individuel ne ferait jamais ce genre d'erreur. Bon, au moins dans cette histoire, le mec n'avait pas à être présent physiquement au boulot pour ne rien faire. Ça doit être déjà un peu plus sympa de pouvoir être chez soi que de devoir y aller tous les jours, encore et savoir qu'on n'aura rien à faire. Ensuite, on a un autre témoignage, avec une histoire qui prend une tournure un peu différente. Un pote de mon frère a fait exactement l'inverse. Il s'appelle Bob. Une grande entreprise avait 2 services différents, avec chacun un poste à pourvoir en support informatique. Ces 2 postes étaient gérés et financés individuellement par chaque service, parce que le service informatique de l'entreprise avait tendance à faire les choses à sa manière, et pas dans l'intérêt des autres services. C'était à l'époque du déploiement des réseaux informatiques dans le monde du travail, et il était difficile de trouver de bons techniciens informatiques. Ces 2 services ont décidé de faire tous les entretiens d'embauche ensemble, mais de prendre leurs décisions de manière séparée. Ils avaient chacun leur propre manager, leur propre budget, etc. Ils étaient dans le même bâtiment, mais à des étages différents, et le plus gros de l'infrastructure informatique était au sous-sol. Vous vous doutez certainement de ce qui s'est passé ensuite. Les 2 services ont proposé le job à Bob. Au début, il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Il pensait qu'il y avait eu un souci avec les emails, donc il a répondu 2 fois pour accepter le poste. Sauf qu'il a en fait accepté les 2 boulots. Il arrive à passer du temps aux 2 étages, à régler les problèmes, à donner ses recommandations d'achat de matériel et de logiciels, etc. Il faisait en sorte que les 2 services fonctionnent parfaitement. C'était avant l'époque des smartphones, mais il avait 2 pagers. Donc il répondait rapidement à toutes les demandes. Je sais pas comment c'est possible, mais il recevait 2 fiches de paye. Apparemment, ça a duré plus de 3 mois, jusqu'à ce qu'un des chefs de service se vante auprès de l'autre du super technicien informatique qu'il avait embauché. Ils ont comparé tout ce qu'ils savaient de leurs techniciens respectifs, et ils ont fini par se rendre compte de ce qui s'était passé. Le truc, c'est qu'il avait fait du super boulot, et que tout le monde était très content. Ils ont autorisé Bob à démissionner discrètement de ses 2 boulots, parce qu'il avait une offre dans une autre entreprise, et qu'aucun des 2 chefs ne voulait admettre leur erreur. Honnêtement, je suis un peu triste pour Bob que ça ait duré que 3 mois. C'est dommage. En plus, j'ai envie de dire tout le monde était satisfait, il y avait pas vraiment de problème. C'est vraiment incroyable le nombre de redditeurs qui ont des histoires de ce genre à partager. En voilà une autre. Un truc du genre est arrivé à un gars que je connais dans la marine. C'était il y a longtemps, dans les années 90. Pour son poste, il avait besoin d'une habilitation de sécurité, et beaucoup de personnes arrivaient sur la base avant de l'avoir obtenue, pendant que l'enquête était encore en cours. Donc c'était plutôt courant comme situation. Ce qui se passait généralement, c'est que les nouveaux se pointaient, mais ne pouvaient pas travailler pendant quelques semaines. Ils devaient se signaler par téléphone tous les jours à leur commandement, et ils commençaient réellement quand leur habilitation était confirmée. Ils utilisaient le temps libre pour trouver un logement, s'installer, s'acheter une voiture, le genre de choses qu'on fait en arrivant sur une nouvelle base. Donc je suis à la caserne,
Et pendant les temps de repos, les soldats traînent ensemble. On boit des coups, on joue au billard. Un gars commence à traîner avec mon groupe et on devient potes. Il s'appelle Fred. Au bout d'un moment, on lui demande dans quelle unité il est. Il nous répond qu'il est assigné à la nôtre, mais qu'il attend son habilitation. À ce moment-là, ça fait des mois qu'on traîne ensemble. On est tous très surpris et on demande quel est le problème. Il répond qu'il sait pas, mais qu'il se signale tous les jours par téléphone, comme on lui a demandé, et il garde un registre de tous ses appels, des personnes avec qui il parle et de ce qu'on lui dit. Quelqu'un lui avait conseillé de faire ça au tout début, quand il est arrivé. Les mois passent, puis une année, puis 16 mois. Toujours rien. Ce petit jeune était payé à traîner à la caserne, à boire des canons et à apprendre à jouer de la guitare. Il est d'ailleurs devenu très bon au bout d'un moment. Et puis un jour, un dépistage de drogue est organisé pour tous les employés de la caserne. Ce gars ne reçoit pas de notification. La fête est finie. Le commandant arrive très énervé dans la caserne et hurle qu'il cherche Fred. Quand il le trouve, c'est en tenue de sport avec une barbe complète. Le commandant le taille en pièces et lui ordonne de le rejoindre dans son bureau dans 1 heure, rasé de près et en uniforme. Fred se pointe exactement comme le commandant lui a dit, accompagné de son registre d'appel. Fred se fait hurler dessus. Il n'est qu'un moins que rien, sa carrière est finie, vous voyez l'idée. Quand il arrive enfin à en placer une, il explique ce qui s'est passé et montre son registre au commandant. Celui-ci se calme un peu, consulte le registre et dit à Fred de sortir et de revenir le lendemain matin. Le commandant se rend au bureau en charge des habilitations et commence à poser des questions. Pour faire court, tout le bureau est retourné pour retrouver le dossier de Fred. Mais il n'est nulle part. Les employés commencent alors à se mettre à bouger les meubles, et ils trouvent enfin le dossier. Il avait glissé d'une pile qui débordait et s'était coincé entre 2 bureaux. Fred se pointe le lendemain, mais il n'aura pas d'ennui, il a fait exactement ce qu'il devait faire. Le service de sécurité en revanche est dans la panade, et un assistant va faire face à des sanctions disciplinaires. Fred a commencé à travailler directement pour le commandant, jusqu'à ce qu'il reçoive son habilitation. Puis il a pris son poste normal, avec une super histoire à raconter. Je dois avouer que j'étais un peu surpris que ça arrive aussi dans la marine américaine. C'est même peut-être un peu flippant, non? Allez, voilà encore une histoire. Et elle fait rêver parce que pour le coup, c'est à la portée de beaucoup de personnes. Il y a quelques années, j'ai été embauché par une entreprise de conseil pour faire du management de projet pour un de leurs clients. Quand ils m'ont formé, une collègue m'a montré ce qu'ils attendaient de moi, comment accéder aux infos dont j'avais besoin chez le client et comment les exporter sous forme de tableur. Il fallait ensuite préparer des fichiers Excel à partir des chiffres obtenus, les envoyer à certaines personnes qui les utilisaient ensuite pour faire des tests. Tout ce processus lui prenait environ 4 jours. Et ensuite, les autres avaient besoin de temps pour faire les tests, donc ils étaient programmés environ toutes les 2 semaines. Après une semaine de formation, je demande pourquoi on entre les données du réseau client dans chaque fichier séparément et pourquoi envoyer manuellement ces fichiers à chaque personne concernée par l'étape suivante, les tests donc. On me répond que c'est comme ça qu'il faut faire. Un détail qui m'a vraiment marqué, c'est que ma collègue accédait au réseau client, trouvait une donnée dont elle avait besoin, puis la copiait manuellement dans 6 fichiers différents. Ensuite, elle faisait pareil pour toutes les autres données, une à une. Donc une fois que j'ai terminé ma formation, j'ai pris les 6 fichiers que je devais remplir et je les ai transformés en 6 onglets dans un seul fichier. À l'aide de quelques formules simples, j'ai fait en sorte que ces onglets se remplissent automatiquement lorsque j'exportais les données depuis le réseau client. Ensuite, j'ai ajouté quelques formules pour faire des calculs très simples. Ma collègue faisait tout à la main et rentrait le résultat directement sur le fichier parce qu'elle n'avait pas confiance en Excel et que, je cite, on a déjà eu des soucis avec ça. Au final, les 4 jours de travail de ma collègue me prenaient 5 heures de travail, réparties sur 2 jours. Ensuite, je patientais jusqu'à la fin de la semaine pour envoyer les fichiers aux personnes qui se chargeaient des tests, pour ne pas mettre la pagaille dans leur organisation. Le reste du temps, je regardais des vidéos, je suivais des cours. Ça a duré 2 ans. Et comme c'était en télétravail, c'était très confortable comme poste. Ah, le fameux « on a toujours fait comme ça ». Cette éditrice, elle a réfléchi 2 secondes et elle s'est dit « non, moi je vais pas faire comme ça ». Et elle a eu une tonne de temps libre pour faire autre chose. Et depuis chez elle en plus, ça fait trop rêver. Je sais pas vous, mais moi en écoutant toutes ces histoires, la première chose que je me suis dit c'est où est-ce qu'on peut trouver un travail comme ça, s'il vous plaît? J'en veux bien, hein. Je pense qu'on est plusieurs à bien vouloir un de ces jobs. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça l'aide vraiment à grandir. Et à bientôt sur Fredit.